les copains, aujourd'hui nous allons parler de l'épisode 61 de Dragon Ball Super. Alors je vais être honnête avec vous, je sais même pas si cette vidéo va être très longue ou moins longue, mais par souci de sécurité au niveau de longueur de vidéo, j'ai décidé en fait de splitter la review en deux en fait, parce que je vais parler de l'épisode, je vais parler de la preview du prochain épisode, mais en ce qui concerne donc les futurs épisodes dont les titres sont sortis et qui ont causé une sorte de mini explosion Genkidama dans la communauté, eh bien je vais faire une autre vidéo à part, histoire que bon déjà ça spoile moins les gens, et puis comme ça ce sera plus digeste en fait pour ceux qui veulent regarder la vidéo. Néanmoins, donc cet épisode 61 de Dragon Ball Super déjà a fait beaucoup parler de lui. Bon, il faut voir un peu dans ce qui se dit sur internet. Putain, j'ai jamais eu autant de réactions, je pense, concernant un épisode. J'ai jamais eu autant de messages qui me disaient de faire ceci, cela. Et effectivement, je ne suis pas déçu, c'était un super épisode. Mais qui dit super épisode dit également on va voir un peu le staff. Je l'avais déjà fait il y a quelques temps pour je sais plus quel épisode, je crois que c'était le 56 ou 57, je sais plus. Et on va voir un peu ce qu'il y a dans cet épisode 61. Alors le staff personnellement n'est pas non plus des plus incroyables, en fait il est même plutôt classique je dirais, puisque là normalement vous devriez être en train de le voir, mais donc au niveau des animateurs clés, on a donc Futoshi, qui est quelqu'un qui anime Dragon Ball Super régulièrement depuis je dirais l'épisode 30 et quelques, déjà environ, il revient souvent, donc si vous voyez certains plans, si vous aimez beaucoup des plans de Dragon Ball Super depuis l'épisode, depuis la fin en fait de l'arc de Champa, non putain, depuis le début de l'arc de Champa, donc après les deux premiers arcs un peu qui ont adapté les films, eh bien dites-vous que c'est certainement grâce à Futoshi durant les combats, donc qui nous procure des épisodes, des phases de combat d'épisodes, donc qui sont assez agréables. Je rappelle, le key animateur, ce sont donc ceux qui font les plans clés. T'as d'autres animateurs qui s'occupent justement des transitions entre les clans, mais entre les plans, pardon. Mais concernant donc les plans clés, donc les phases où tu as des regards, les phases où tu as des pauses, des trucs comme ça, c'est donc Futoshi qui nous fait ça. Ensuite, on a Inaba Jin. Alors lui aussi s'est occupé donc de l'animation d'une grosse partie des combats de cet épisode-ci. Alors lui, il a pas tellement taffé des masses sur Dragon Ball Super, mais le mec a été quand même responsable, enfin pas responsable, mais plutôt qui a animé plutôt beaucoup de plans pour One Piece dans les 300 premiers épisodes environ, donc je dirais jusqu'à la dernière partie de l'arc Enies Lobby dans One Piece, pour ceux qui voient ce que je veux dire. Eh bien ce mec donc maintenant travaille depuis un petit moment sur Dragon Ball Super entre autres. Et il a donc animé aussi beaucoup des phases de combat ici. Et c'est pas forcément dégueulasse, même s'il est difficile de voir en fait à quel plan exactement il a bossé, alors que Futoshi, c'est les plans un peu rapides comme ça, des coups de poing que vous pouvez voir, lui, c'est lui qui s'en est chargé. Alors ensuite il y a monsieur Shimanuki Masahiro. Shimanuki Masahiro est quand même un gars donc qui a déjà qui taffe déjà depuis longtemps en fait sur Dragon Ball Super, depuis un petit moment déjà. Et il se trouve que monsieur Masahiro est également le superviseur d'animation. Un superviseur d'animation, c'est un peu le mec qui donc va récupérer un peu tout le taf des animateurs clés, donc des key animateurs, et va en fait retravailler dessus, histoire que ce soit un peu plus uniforme comme boulot, tu vois. Pareil pour monsieur Takamura Kaoru, bon lui je ne connais pas tellement, mais donc les deux sont chargés de faire ça. Et comme il arrive donc que dans un épisode il y ait plusieurs superviseurs au niveau de l'animation, il faut également un chef superviseur d'animation, qui ici est Hide Takeo, qui s'est occupé de pratiquement tout l'arc de Mirai Trunks, hein. Donc ça c'est franchement du taf un peu classique. Alors pour l'épisode director Iwai Takao, c'est la même chose. Le storyboard Otsukaken, ça c'est pareil. Et lui je ne le connais pas tellement, mais ce que je peux vous dire c'est que monsieur Atsuhiro Tomioka, donc au script, c'est quand même chargé du script de beaucoup d'épisodes de Fairy Tail, de l'ancien et du nouveau Fairy Tail. Donc ne voyez pas forcément la petite bête en disant quoi, c'est pour ça que les dialogues sont pourris ou que certaines scènes d'action sont étranges. Non, mais je vous le dis juste comme ça. Personnellement, je vois pas de grosses ressemblances et de similitudes entre Fairy Tail et Dragon Ball Super au niveau du script, mais je tenais à vous le dire quand même, ça peut être intéressant si vous voyez peut-être vous des ressemblances, parce que moi au niveau de l'animé, je n'en vois pas. Alors, un autre animateur clé qui ici n'a pas fait énormément de plans, parce qu'à mon avis il est chargé donc de taffer sur les futurs épisodes qu'on va voir et qui risquent d'être explosifs, monsieur Karasawa Yuichi. Alors, Karasawa Yuichi, dans cet épisode-ci, il n'a pas fait grand-chose. Enfin, grand-chose, si, en réalité, il l'a fait. Mais il n'a pas animé autant de plans, donc, que, par exemple, Futoshi et Jin. Il faut savoir que Karasawa, ici, s'est occupé, grosso modo, de la scène où Black, donc, combat avec son épée, la petite scène de fight qu'il y avait donc, entre lui et entre Goku et Black, où Black, donc, avec sa lame et fait une petite pause comme ça, mais bon, on reviendra un peu plus tard là-dessus. Mais c'est lui, donc, qui s'en est chargé. Et par-dessus donc son boulot, tu as donc Shimanuki donc qui a corrigé, et Takamura peut-être. Néanmoins donc j'aime beaucoup Karasawa et Masahiro personnellement, je les aime beaucoup, ces deux animateurs là, je les adore. Dragon Ball Super, ils font du très bon taf quand ils ont le temps, je trouve. Et si vous regardez certains plans même de cet épisode, il y a beaucoup de similitudes avec d'autres anciens plans de Dragon Ball Z. Mais je me demande si je ferais pas une vidéo d'ailleurs pour parler un peu des animateurs et de leur style. Mais j'avais déjà suggéré à Léo donc de la chaîne DB Times de le faire parce qu'il le fera certainement mieux que moi.
Néanmoins, voilà, c'est une idée donc à creuser. Alors, de manière générale, je trouve que l'animation dans cet épisode-ci n'était pas forcément la meilleure qu'on ait eue. Hein, je préfère toujours l'épisode 39 de Dragon Ball Super, qui restera pour moi des meilleurs de ce côté-là. Mais en termes techniques, je trouve que cet épisode-ci, quand même, reste très correct par rapport à ce qu'on a d'habitude dans Dragon Ball Super. Que ce soit Monsieur Higashide, Karasawa ou même Jin, ils ont fait du bon taf, en fait, principalement dans cet épisode-ci. Allez, je parle de Monsieur Karasawa uniquement pour la scène avec l'épée, la pose de l'épée, là, comme ça, qu'avait fait Black. Mais voilà, je trouve qu'il y a quand même du semblant de DBZ ici, franchement, j'ai rien à dire. Et si ce genre de truc ne vous dit rien, personnellement, je sais pas ce qu'il vous faut. Bon, c'est vrai qu'il y a, et c'est un gros manque, c'est les petites phases où les personnages tapent un peu dans le vide. Vous allez trouver ça débile, mais vous savez, dans Dragon Ball Z, on a vu beaucoup de fois des phases où les deux combattants donc, se tapent dessus et esquivent. Vous savez, les moments ultra rapides. C'est des trucs qui nous manquent. C'est des trucs qui nous manquent. Alors que dans Dragon Ball Super, ce qu'on a beaucoup plus que dans Dragon Ball Z, c'est les phases où justement le combat est beaucoup plus lent et on a plus on voit plus précisément en fait l'action que font les personnages. Je parle notamment par exemple de l'épisode avec Naoto Shishida. C'est ce style-là. Personnellement, je n'ai jamais vu ça dans Dragon Ball Z. À quelques reprises seulement, et en général, c'était Monsieur Yamamuro qui faisait ce genre de phase de combat, notamment Majin Vegeta vs Goku dans Dragon Ball Z. On avait une phase de combat ultra bien animée, la meilleure d'ailleurs, je trouve, qui reflète bien cela, où le combat est super lent, enfin pas super lent, mais plus lent, et on voit avec intensité les gestes que font les personnages. Une autre scène qui devrait être dans le même style, par exemple, et qui devrait vous dire quelque chose, c'est le combat Janemba contre Goku Super Saiyajin 3. Vous savez, les moments sont plus lents, mais sont plus précis comme ça, vous voyez. Il y a plus de « Oh putain, attention !» tu vois. C'est ça que je veux vous dire. Donc c'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment tellement vu souvent, en fait, dans Dragon Ball Z, uniquement en général quand l'animateur prend son temps pour animer le truc, donc en général dans les films, mais pas dans la série principale. Donc personnellement, si on arrivait à allier justement ces phases de combat rapide avec des phases plus précises qu'on a déjà vu, genre par exemple à la Naoto Shishida, eh bien on aurait, je pense, des éléments de l'ancien Dragon Ball Z avec des éléments neufs de Dragon Ball Super. Combiné à cela, on aurait justement un animé qui serait bien plus potable de ce côté-là. On allie à ça évidemment un contrôle, une supervision au niveau de l'animé bien meilleure. Eh bien on aurait alors un très bon animé Dragon Ball Super. Mais comme j'ai dit, le seul élément qui manque personnellement pour moi, c'est la qualité d'animation tout court. c'est tout bête. Mais ça, c'est encore une fois inhérent au calendrier, à l'échéancier, donc des animateurs qui ont évidemment un temps pour animer qui est vraiment très serré, mais ça c'est la faute de la Toei, c'est même pas une question des animateurs, parce que les gens qui animent ces épisodes, la plupart sont bons, mais ils ont juste pas le temps d'animer ça correctement. Hein, ça c'est une réalité qu'il faut comprendre, surtout pour la Toei Animation qui est une vache à lait au niveau animation tout court. mais voilà, donc pour donner un avis grosso modo de ce côté-là sur cet épisode-ci, il y a des plans qui sont très bons, la mise en scène personnellement est bonne, il y a des plans foireux, des plans avec Black et Zamasu, sérieux, je vous jure, il y en a, j'ai envie de m'arracher les cheveux. Mais je trouve qu'il y a une constante générale et globale dans l'arc Mirai Trunks qu'on n'avait pas dans les deux premiers arcs, et ici on l'a, je trouve. Et ça, vous pourrez dire ce que vous voulez, c'est indéniable. Je pense que cet arc-ci, de ce côté l'animation est bien meilleur que les autres. Il ne sera pas meilleur que l'épisode 39, pour l'instant il n'y en a pas, personnellement pour moi. Mais voilà. Bref, pour en revenir donc sur le côté technique, il y a aussi la question de la musique, et je conclue là-dessus. La musique de cet épisode 61, personnellement, je sais pas comment vous dire ça, mais je suis encore une fois déçu. Il n'y a rien de vraiment nouveau, mais c'est vraiment un truc qui revient depuis quelques temps, hein, je le remarque de plus en plus, mais dans les phases de combat, il y a des fois, il y a un vide, il n'y a pas de musique, il n'y a rien qui accompagne. Je sais pas si c'est une question, voilà, la musique qui couvre le bruitage, ou le bruitage qui... Je sais pas, mais je vous jure, c'est vide, on remarque pas. Mais vraiment pas du tout, on remarque pas du tout le travail de monsieur Norito, monsieur Sumitomo Norito, on le voit pas. Je l'ai déjà dit que monsieur Norito est très doué, je trouve, pour les musiques d'ambiance, il peut faire du truc. Il peut faire des bons trucs. Ah si, je vous jure, il peut faire de très bons thèmes. Il y a des thèmes dans Dragon Ball Kai pour l'arc Majin Buu et des thèmes dans Battle of Gods qu'il a fait qui sont bons, qui sont vraiment bons, mais je sais pas pourquoi au niveau thème de fight, il y a pas. Ça marche pas. Les thèmes de fight dans Dragon Ball Z était excellent parce que ça donnait un rythme à un combat, ça donnait, tu vois, un truc, il y avait un climax dans la musique qui correspondait évidemment aux gestes, etc. Et c'était bien, t'étais comme porté dans une danse. Ici, c'est comme si t'étais spectateur de la danse alors qu'avant tu dansais dans le combat. C'est bizarre de ce que je vous dis, mais je pense que vous voyez plus ou moins ce que je veux dire. Donc ces musiques sont vraiment absentes, je trouve ça vraiment dommage. Il s'est un peu amélioré, c'est-à-dire que si j'avais dit dans les deux premiers arcs de Dragon Ball Super, Norito, il manquait des thèmes forts en fait. Et en fait depuis l'arc Champa, en fait, il y en a de bien meilleurs. Et je suis content de voir que dans cet arc-ci, il en a aussi fait de nouveau grâce à Black, ça l'a un peu inspiré en même temps le personnage de Black, je pense. Mais j'espère que dans les futurs arcs, il y aura vraiment des bonnes musiques de combat. Il y en a quelques-unes, hein, mais elles sont vraiment pas top, si ce n'est nul, pour moi personnellement.
Bon, en même temps, ça va être dur d'égaliser Kikuchi de ce côté-là, hein, l'orchestral, tout ça, mais voilà, je m'attends, parce qu'on a Monsieur Norito, donc autant faire avec, tu vois, je veux dire, voilà, on peut pas non plus dire casse-toi, même si certains aimeraient, c'est sûr, mais il est là, donc autant l'encourager, à lui dire, voilà, s'il vous plaît, Monsieur Norito, faites des thèmes de fight, quoi, je sais pas, mettez du rock, limite, je m'en tape, hein, sérieux, mais faites quelque chose, quoi. De ce côté-là. Mais bon, dans cet épisode 61, comme c'est 61, il y a des phases de combat, comme j'ai dit, qui n'ont pas de musique. Et ça, il y a des gens qui sont frottés. Mais frotter les mains sur internet parce qu'ils se sont dit, oh putain, il n'y a pas de musique, bah je vais rajouter ma musique. Et vous pouvez regarder sur YouTube, il y a plein de gens qui ont mis leur thème, etc. Il y en a qui font carrément ça depuis le début, en essayant de mettre ça dans tous les épisodes. Même moi, personnellement, si vous me suivez sur Twitter, vous avez vu, j'ai mis des thèmes de musique espagnole sur certaines scènes avec Black. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire avec cet épisode-ci aussi. Parce que j'aime bien faire créer une ambiance latino à Black. Vous me demandez pas pourquoi, je trouve que c'est drôle. Bref. Mais voilà, j'aimerais qu'il y ait un petit plus de ce côté-là. Bon, après, donc, comme je vous l'ai dit, sur le côté technique de cet épisode, c'était pas non plus le meilleur, c'était moyen. Donc, nous allons maintenant parler de ce qui se passe plutôt dans l'épisode, parce qu'on m'a demandé une review assez globale de ce truc, donc je prends mon temps, 12 minutes pour parler du truc technique, et encore, je suis même pas complet, mais c'était nécessaire. Passons à la suite. Donc, dans cet épisode, il y a énormément de révélations. Mais bon, ces révélations sont également la source d'éventuelles incohérences temporelles, et même des incohérences tout court, en fait, concernant certaines phrases, mais c'est pas très grave en fait pour moi parce que bon de toute façon les voyages temporels c'est toujours source d'incohérence et personnellement au lieu de passer 20 minutes à me casser le cul à essayer de trouver pourquoi qui fait quoi, je vais surtout m'attarder sur ce qui est dit, sur ce qui est montré, c'est plus important je pense dans cet épisode. Donc tout d'abord Zamasu est donc le Zamasu du monde de Trunks, donc ce Zamasu là n'a jamais combattu Goku, n'a jamais tué Gowasu. En réalité, ce Zamasu dont il est question n'est autre que Black. Le Zamasu dans Black est celui qui a combattu Goku et donc ensuite est allé tuer son maître Gowasu pour voyager plus tard, grâce à l'anneau du temps, dans le monde de Trunks. Mais avant cela, il avait également déjà récupéré le corps de Goku grâce au Super Dragon Ball. Alors là, tu as une scène donc où déjà on voit Gowasu tué, mais de manière bien plus violente que dans l'épisode précédent. Dans les épisodes précédents où tu voyais genre Gowasu sur le point d'être assommé. Non, celui-là, direct, il a transpercé Gowasu. Là, le pauvre Gowasu, il pourra plus faire de vidéos de test d'ouverture de boîte de thé, le pauvre. Mais en tout cas, cette mort est bien plus violente et je la préfère comme ça en tout cas. Bref, donc Black va aller recruter Zamasu et on a une petite scène, je trouve, qui est assez, je vais pas dire bizarre en fait, mais donc tu as une scène où Black recrute donc Zamasu en lui faisant une sorte de câlin. Les deux s'enlacent comme ça. Certains diront, oh le PD. Non, s'il vous plaît, non, pas du tout. Je vais vous expliquer. Personnellement, je trouve pas en fait cette scène au final vraiment bizarre. En fait, je la trouve même logique. Dites-vous bien que Zamasu est un Kaioshin, maintenant il en est un, mais avant tout il est une sorte de dieu. Il était un Kaio, apprenti Kaioshin, donc, qui se sentait un peu seul, même très seul, parce que c'était un dieu qui voulait agir pour le bien de l'univers, mais qui était incompris par son maître. Et celui-ci n'a jamais reçu la visite d'un Goku, donc il s'est jamais senti vraiment biaisé, jamais rabaissé par un Ningen, et au final n'a jamais tué son maître. Il se retrouve donc incompris, seul, et quelque part a décidé peut-être de ne jamais agir, il n'a jamais osé donc tuer son maître, acceptant peut-être même son sort au final de se dire voilà c'est comme ça, je vais rien faire, même si au fond de moi j'aimerais tellement changer les choses. Et au final, il faut voir que l'arrivée de Black a changé justement tout cela. Black en arrivant lui a donné l'opportunité de réaliser son souhait de débarrasser donc l'univers des mortels. Et quelle surprise pour lui de voir que justement Black n'est autre que lui-même. Zamasu a été sauvé par lui-même. La seule personne capable de comprendre Zamasu, c'est lui-même. Faut vous dire que Zamasu, au niveau solitude de ce côté-là, c'est vraiment extrême. Et donc, ce personnage qui a été seul et qui n'a jamais eu l'occasion donc de pouvoir agir, maintenant se retrouve face à quelqu'un qui justement lui offre l'opportunité de faire ce dont il souhaitait le plus, donc débarrasser l'univers des Ningen. Et c'est pour ça qu'ils s'enlacent tous les deux, parce que le mec trouve enfin quelqu'un qui peut le comprendre. Quelqu'un qui peut comprendre ses souhaits, ses désirs aussi bien que lui-même. C'est tout à fait normal vu que c'est lui-même. Et comme justement les deux sont la même personne, eh bien ils se sentent donc tous les deux en quelque sorte en sécurité. Ils se sentent enfin acceptés quelque part. Parce que là, Zamasu sait que quelque part il y a une sorte de déviant. D'un sens, il le sait. D'un autre côté, il peut pas non plus nier que voilà, il devra de toute façon tuer son maître et agir ainsi de suite. Donc au final, le Zamasu du monde de Trunks était bloqué. Et le fait de voir Black comme ça lui offrir cette opportunité, je trouve que pour moi c'est logique justement de le voir l'enlacer dans le sens merci, mon sauveur, tu vois, sous-entendu. Bon, certains trouveront ridicule ce que je viens de dire, mais personnellement, moi je le vois comme ça. Bon, d'un côté on pourrait dire aussi que c'est une idée du gars qui a fait le script et qui a également fait Fairy Tail, les nanani nanana. Non, s'il vous plaît, il faut pas aller non plus dans les cas extrêmes, ça n'a rien à voir je pense. Je sais pas au final qui a pris la décision de faire cette scène, mais je trouve qu'elle n'est pas forcément incohérente par rapport au personnage en lui-même, quoi.
Bref, donc après l'explication, la bagarre reprend un peu de plus belle et on a encore d'autres précisions concernant Black et Zamasu qui sont déjà en fait connus pour ceux qui lisent le manga. Puisqu'on apprend donc que Black, après avoir obtenu le corps de Goku, et Zamasu, après avoir obtenu l'immortalité, ont décidé donc de détruire les Super Dragon Ball, histoire que donc leur vœu ne soit pas défait, ce qui est très très intelligent. Certains se diront, mais attends, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas souhaité avec les Super Dragon Ball de débarrasser l'humanité de tous les Ningen? Bon, c'est simple, parce que justement, ils veulent punir les mortels en leur offrant la peur, le désespoir, et en les faisant, en les supprimant directement, ils peuvent pas donc leur infliger cette punition. Donc ils ont décidé d'eux-mêmes en fait les tuer, ce qui est d'autant plus cruel et justement reste cohérent là par rapport aux personnages qui veulent donc chasser eux-mêmes les humains. Tu vois, dans les flashbacks, Black, il saute pas directement sur les terrains, il fait que marcher le mec comme Terminator, je l'ai déjà dit, tranquillement, il prend son temps, tu vois le mec. Il prend son temps. Donc du coup, Zamasu et Black n'ont pas souhaité cela parce que justement, c'était pas vraiment, on va dire, cohérent un peu avec leur optique de vraiment punir, faire souffrir les humains. Mais pour aller plus loin que ça, on apprend donc que Black, avec le corps qu'il a obtenu, a tué les différents Kaioshin, les dieux, entraînant donc la mort des dieux de la destruction. Donc au final, il n'y a plus aucune autre divinité qui a de l'autorité, si ce n'est donc Black et Zamasu en quelque sorte. Alors là, plusieurs questions. Premièrement, Zeno. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi il est pas là? What the fuck? Bon, faut savoir que dans le manga, en fait, l'annonce des dieux qui ont été tués a été lâchée dès le début, en fait, dès les premières apparitions de Black dans le manga. Mais personnellement, je préfère la manière dont ça a été présenté dans cet épisode-ci, où tu vois clairement que ça a été lâché à un moment déjà où nos héros sont dans le désespoir, alors que Black dans le manga l'a lâché comme ça de manière random, en nous faisant comprendre donc qu'il est comme il est. Donc pour vous dire une bonne chose, par rapport donc à Zeno, en fait, je trouve pas forcément incohérente le fait que Zeno soit pas là. Parce que la première réflexion, c'est de se dire, attends, mais Zeno, pourquoi il arrête pas Black? Et je vais vous dire, pourquoi forcément irait-il arrêter Black? Si on se rappelle du Zeno qu'on connaît, le mec a détruit des univers juste parce que ça le chantait. Il n'avait pas forcément de raison. Deuxièmement, quand Goku et Kaioshin sont allés le voir, il a menacé justement le Kaioshin en disant tais-toi ou je te tue, tu vois. Zeno est au courant que tuer Kaioshin, ça tuer Beerus. Donc, le fait de supprimer Beerus, ça le dérange même pas. Le fait de remplacer Beerus Champa, ça le dérangeait pas non plus. Donc, remplacer des dieux de la destruction, pour lui, c'est une broutille. Le mec se pose, de manière cosmique, se pose sur une échelle très très différente de notre perception à nous. C'est-à-dire que pour nous, le fait de détruire des dieux de la destruction, de détruire des Kaioshin, putain, c'est ultra grave, machin. Mais d'un autre côté, pour Zeno, c'est rien. Pour son statut, c'est que dalle. Et puis tout cela s'est passé en combien de temps? 1 an, quelques années? Alors que Zeno, il existe depuis quasiment toujours. Et puis, je rappelle que Beerus est resté endormi et inactif totalement pendant plusieurs décennies. Donc, pourquoi est-ce que le fait que quelques Kaioshin et dieux de la destruction disparaissent serait vraiment dangereux et vraiment important pour lui? Le mec, limite, il n'en a rien à foutre. Enfin, moi, je vois comme ça, personnellement. Parce que tuer les dieux de la destruction, en quoi ça détruit l'équilibre de l'univers? Oh oui, mais il y a des planètes qui ne seront plus que détruites, etc. Et d'un autre côté, il faut voir qu'il n'y a plus de dieu de la création non plus, vu qu'il n'y a plus de Kaioshin. Donc, il n'y a plus personne qui crée, il n'y a plus personne qui détruit. C'est un statu quo. Bon, après, c'est vrai, encore une fois, on pourrait dire, mais attends, il tue bien des Ningen, c'est un peu détruire l'équilibre. Et puis, de toute façon, je vous dirais une chose, c'est que les Ningen, de toute façon, sont tués tout le temps. Sont tués tout le temps, et puis, comme je l'ai dit dans l'univers 7, Beerus n'a pas détruit de lui-même... n'a pas détruit pendant plus d'une quarantaine d'années, je crois, quelque chose comme ça, pratiquement 40 ans, et Zeno, il n'a pas forcément dit grand-chose jusqu'à maintenant, tu vois. Donc, si, effectivement, beaucoup d'humains ont été détruits en même pas une année ou deux, même pas, tu vois, je pense que c'était de manière plus courte, hein, tout ça, voilà, je comprends pourquoi Zeno n'agit pas tout le temps, n'agit pas tout de suite, pardon, c'est que je pense que c'est pas important pour lui. Vous allez trouver ça débile, hein, mais Zeno qui trouve pas ça important, franchement, quand on pense que le gars peut tuer des destructions parce que ça le chante ou détruire des univers, que quelques humains meurent et que des dieux et que aussi des dieux de destruction soient détruits, franchement, ça m'étonnerait pas que le mec agisse pas. Bon, c'est vrai que, comme je l'ai aussi dit, Zeno a été préoccupé de voir des dieux de destruction qui ne font rien du tout, qui ne font pas leur taf, et avait décidé de les remplacer, pour rigoler. Donc, voilà. Mais, c'est vrai que, bien qu'à côté il rigole, on pourrait se dire, mais attends, c'est quand même le dieu Zeno, quoi, c'est le dieu c'est le dieu de tout, c'est le dieu absolu, donc il devrait quand même venir. Mais pourquoi lui viendrait? Pourquoi pas quelqu'un d'autre? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça, je ne sais pas pourquoi lui, il n'envoyerait pas quelqu'un effectivement faire le taf à la place. Hein. Je veux dire, le Dai Shinkan, par exemple, le grand prêtre, là, il est très très fort. Pourquoi lui, il l'envoie pas? Et alors, je me suis dit un truc. Et si, justement, Zeno le savait, et qu'il n'a justement rien fait exprès? Et si Zeno, du monde de Trunk, remarquant justement les voyages dans le temps, ils se sont dit, oh putain, voilà, tout ça, ça a été causé par le voyage des mortels, s'est dit, bah comme punition, je vais les laisser. Je vais laisser ces personnages-là dans leur merde. Ce qui serait intéressant de se dire, c'est justement qu'il n'y a qu'un seul Zeno, peu importe toutes les timelines, il n'y a qu'un seul être multivers, comme ça, si vous voulez. Il n'y a qu'un seul Zeno, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plusieurs Zeno, il n'y en a pas un dans le monde de Tron, etc. Il n'y en a qu'un seul. Ce serait intéressant de voir ça, mais ça, on n'a vraiment pas de conclusion
là-dessus. Je veux dire, si les Kaioshin, il y en a plusieurs, peut-être pourquoi pas Zeno. Je sais que c'est différent, mais quand même, quoi. Bref, pour revenir à ce que je disais, peut-être que Zeno, justement, comme je l'ai dit, est au courant des conneries qu'ont fait les humains sur les voyages dans le temps, créant beaucoup de monde alors que le voyage dans le passé c'est interdit, etc. Voyage dans le temps, faut pas déconner. C'est dit que voyant qu'il y a déjà quelqu'un, un Kaioshin, qui règle le problème dans ce monde-là, bah c'est dit, bah je vais laisser faire. Je vais laisser ce monde-là périr. Pourquoi me casserais-je le cul à détruire l'univers directement? Je veux dire, le mec il s'en fout. Il a trouvé le tournoi multivers amusant, alors voir des Ningen pour lui crever, c'est pas non plus un souci, vu que le mec a déjà détruit des univers sans aucun scrupule. Donc peut-être est-il au courant justement et laisse faire Black et Zamasu, parce que voilà, le mec il peut régler le problème quand il veut, mais là justement, il inflige une sorte de punition, ou alors il laisse les choses faire parce qu'il n'a pas besoin d'agir, parce que la sanction de ces voyages temporels, bah, c'est déjà Black et Zamasu qui agissent. Maintenant, je ne dis pas que voilà, il l'a dit, genre, c'est pas, je pense pas qu'on verra Zeno dans une scène où il y a Zeno qui discute avec Black et Zamasu en train de dire voilà, continuez ce que vous faites. Mais je pense qu'on verra Zeno à la fin de cet arc-ci. Je pense qu'on va le voir dire quelque chose. D'ailleurs, ce serait dingue de voir justement l'épisode se conclure sur... la saga se conclure, la saga Mirai Trunks, donc se conclure sur Zeno qui dit que voilà, il va détruire cet univers-là parce qu'il n'y a aucune raison d'exister. Et peut-être que Goku va appuyer sur le bouton, ou va appeler un autre Zeno, ou va même, je sais pas, le convaincre avec le bouton qu'il a que voilà, je sais pas, ou le rappeler à l'ordre avec ton amitié, enfin je sais pas trop. Je verrais bien un truc comme ça, histoire que ça fasse bien de Goku le sauveur du monde de Trunks carrément, quoi, tu vois. Histoire que ça rende un peu intéressante la rencontre entre les deux. Même si dans le manga, cette rencontre n'est pas encore arrivée. Donc, par rapport à Black lui-même, le fait qu'il détruise ses divers dieux, je trouve ça très intéressant parce que je trouve ce personnage-là charismatique. Il faut le dire, personnellement, Black accomplit de nombreuses choses. Il voyage dans le temps, le mec il a une transformation de Super Saiyan, il a volé le corps de Goku, d'ailleurs il a même tué Goku, il a tué sa famille, il a quasiment éradiqué tous les dieux et les dieux de la destruction. Putain, dites-moi un autre méchant qui a fait un truc aussi grave que ça. Donc jusqu'ici, Black se présente comme étant un des antagonistes qui a le mieux réussi son plan depuis le début de Dragon Ball, quoi. Et encore, ça me fait marrer parce qu'il y a beaucoup d'éléments à la Piccolo Daimao, il y a des éléments de l'arc Cell aussi qui sont fusionnés. J'aime beaucoup ce truc-là, hein, notamment le fait que les Super Dragon Ball aient été détruits. Ça me rappelle comme le fait que Piccolo Daimao ait tué Shenron aussi. Mais bon, c'était plus violent en fait avec Piccolo Daimao. Le mec supprimait avec une vague du Kikoa Shenron, alors qu'ici on voit juste les Super Dragon Ball exploser. D'ailleurs, certains se diront comment les Super Dragon Ball ont-ils explosé? Eh bien, je dirais que c'est simplement ils ont fait un souhait. Genre, ils ont demandé au Super Shenron de s'auto-détruire. Ça me semblerait pas illogique. Parce que bon, détruire les Super Dragon Ball avec une boule de feu, ça me semblerait assez facile. Mais bon, pourquoi pas. Bref. Ça, c'était déjà un point par rapport à Black et Zamasu. Le deuxième point, c'est donc la remarque très intelligente qu'a fait Goku par rapport au fait que Beerus a tué Zamasu, quand il n'était pas encore immortel, mais il l'a tué. Donc comment ça se fait que le Zamasu, qui a combattu Goku, donc le même, se retrouve quand même dans le monde de Trunks? Techniquement, comme l'a dit Beerus, le fait qu'un dieu tue un autre dieu, normalement, ne reste pas sans effet, donc aurait dû entraîner la mort, en fait, la non-existence tout court, en fait, de Zamasu, donc de Black, dans le monde de Trunks, annulant donc tout ce qui s'est passé, à l'instar, justement, de ce qui s'est passé avec les cyborgs dans le monde de Trunks, qui sont restés en vie malgré le fait qu'ils aient été mis à l'écart et que l'histoire ne s'est jamais produite comme ça dans le monde de Goku. Bon, comme je l'ai dit, c'est deux timelines différentes, donc le fait d'agir sur une timeline, normalement, n'influence pas l'autre. Mais selon le dire de Beerus, influencer ici une timeline devrait influencer une autre, car c'est Beerus, un dieu qui tue un autre dieu. Personnellement, moi j'ai plus vu sa phrase dans le sens où, en gros, le Zamasu qu'on voit de la timeline de Goku est le même que l'on voit dans celui de Trunks. Donc logiquement, là, le fait de le tuer, normalement, effectivement, devrait changer quelque chose. Qu'il soit un dieu ou pas un dieu, normalement, ça aurait dû changer quelque chose, vu qu'on se retrouve presque dans une configuration de boucle temporelle. Mais ici, on voit Black dire que ça n'a pas marché, qu'il est bien resté en vie grâce à l'anneau du temps. L'anneau du temps a empêché donc que tout ce qui arrive dans son passé à lui ne influence pas son lui du maintenant. C'est compliqué, je sais, et techniquement ça n'a aucun sens parce que Black, qui est lui-même un dieu, en fait, a tué les autres Kaioshin, donc normalement ceux du monde de Goku devraient aussi techniquement être morts. Mais d'un autre côté, est-ce que ce serait pas parce que comme il allait dans le futur et qu'il a tué tous les Kaioshin dans le futur, est-ce que ça veut dire que dans le futur de Goku, ils vont tous mourir aussi à un moment donné? Voilà, c'est compliqué. Ou alors parce que Black est dans le corps, enfin parce que Zamasu est dans le corps de Goku qui n'est pas techniquement un corps de dieu, et bien le fait de tuer les autres dieux n'a pas influencé les autres timelines. Vous voyez pourquoi c'est compliqué? Je trouve cela assez fouillis personnellement pour moi. Donc je vais juste me dire la chose suivante, c'est que la bague du temps a empêché donc la mort de Zamasu de la timeline de Goku de crever aussi dans le monde donc dans la timeline de Trunks. Voilà. On va juste se dire ça, on va s'en tenir à cette explication là pour l'instant, qui effectivement pour moi est sujet à quand même certaines questions. Néanmoins, donc on a là Black qui, donc peu importe ce qui se passe dans le passé, lui il restera là, donc il faut régler le problème dans le monde de Trunks, donc le problème ne peut plus être réglé vraiment dans le passé, donc même si par exemple il y a Gowasu qui fait quelque chose, ça changera rien ce qui arrive au Gowasu de maintenant techniquement, puisque de toute façon les éléments sont déjà changés définitifs, donc par rapport aux agissements de Black, même si on change des trucs indirectement à ce que lui a fait, ça changera rien. Ce que je veux dire par là, c'est que par exemple, si t'empêches Gowasu d'aller quelque part, bah techniquement, normalement, le Gowasu du monde de Trunks sera quand même mort.
Bah, encore une fois, c'est imprécis, et de toute façon, j'ai jamais aimé vraiment parler des timelines. Quand je le fais, c'est franchement à contre-cœur parfois. Mais bon, voilà, il fallait quand même en parler. Donc, dans la suite, après, donc, les personnages commencent à combattre de nouveau, malgré la supériorité, donc, claire, évidemment, de Zamasu, qui est déjà immortel, et de Black, qui est lui-même tout seul capable de vaincre et de repousser Goku, Vegeta et Trunks. Eh bien, nos amis, donc, sont déjà en forte difficulté. Mais, évidemment, Zamasu et Black étant de gros sadiques, viennent donc à révéler quelque chose à Goku concernant sa famille, puisque évidemment, ils ont été tués, eux aussi. Mais la question que je me pose, c'est lesquels ont été tués. Parce que dans l'explication, en fait, donc Zamasu a souhaité donc obtenir le corps de Goku, et on voit un Goku qui est dans les champs en train de travailler, avec à côté Goten et pas loin Shishi. Et ensuite, Zamasu va aller à la rencontre de ce Goku-là, mais on ne sait pas vraiment lequel il s'agit. Parce que ce Goku ne dit à aucun moment Zamasu, donc on ne sait même pas s'il le connaît. D'autre part, comment ce Goku-là pourrait-il être tranquillement en train de travailler, alors que techniquement, si c'est le même Zamasu, normalement on verrait le Goku limite en train d'aider Trunks ou quoi que ce soit. Et vu ce que faisait Goku travailler dans les champs, on pourrait même se dire, en fait, ce moment-là correspond au début de Dragon Ball Super, où tu voyais aussi Goku travailler dans les champs. Mais à ce moment-là, Goku n'avait jamais rencontré Zamasu. Donc pourquoi Zamasu va-t-il demander d'obtenir le corps d'un Goku qui visiblement ne le connaît même pas, ne l'a jamais rencontré, alors que techniquement, vu qu'ils sont dans le même monde, parce qu'à ce moment-là, il n'avait pas encore utilisé la bague du temps pour voyager dans le futur, pourquoi le connaît-il? Où est-il allé? Quelle timeline est-ce? C'est compliqué. Mais voilà, je ne veux pas me casser encore une fois la tête, on va juste dire que ce Goku-là connaissait Zamasu, mais voilà, comme il n'a pas vu sa tête, il savait pas qu'il avait le corps de Zamasu, donc en face de lui, tout ce qu'il voit, bah, c'est évidemment son propre corps, donc il savait pas ce qui se passait, même s'il aurait peut-être pu tilter avec les vêtements. Néanmoins, à côté de ça, on n'a vraiment pas d'autres précisions. Mais le principal donc de cette scène, pardon, c'est le fait justement que Zamasu et Black cherchent donc à provoquer Goku. Pourquoi? Bon, déjà pour faire chier Goku, pour un peu lui offrir ce désespoir, mais aussi pour lui permettre de s'énerver, je pense, quelque part. Parce que justement, suite à cette révélation, t'as Goku qui s'enrage dans une scène magnifique qui me rappelle beaucoup les fois où Goku, Vegeta, Trunks ou même Gohan s'énervait et donc voulait se combattre donc dans Dragon Ball Z. Et je trouvais la suite vraiment excellente. Donc le fait que Black et Zamasu cherchent à énerver Goku permettent donc à Goku d'obtenir une plus grande puissance à travers la colère, bon ça c'était pas nouveau, et permettre donc peut-être à Black de s'améliorer lui-même. Je veux dire, ils ont tout intérêt à combattre des adversaires encore plus forts, parce que de toute façon Zamasu peut pas crever, et que Black a déjà un niveau suffisant pour leur résister un peu, mais à travers ces combats justement, Black devient plus puissant, donc c'est franchement très intéressant pour eux justement d'énerver Goku, et donc quelque part entre guillemets le rendre plus fort. Donc s'ensuit un combat très intéressant où tu vois donc Black nous sortir de nouvelles techniques avec cette fois-ci non plus une simple épée, une lame, mais carrément une sorte de sabre. Et le mec fait des pauses et en faisant ses gestes avec ses sabres, on voit carrément comme des lances, des lasers comme ça s'enfoncer dans le corps de Goku. J'aimais beaucoup la choré de ce truc-là. Je suis presque sûr qu'on le retrouvera dans un DLC de Xenoverse 2. D'ailleurs, je sens qu'on va retrouver ces moves-là. Et je suis content d'en fait voir comme ça une identité... comment dire, une identité chorégraphique, ça ne veut rien dire, mais voir des gestes comme ça inhérents à Black Goku au niveau de sa posture, de sa manière de combattre, c'est vraiment très cool de voir ça parce que ça lui crée, on va dire, une identité tout court. Hein, Black, c'est le corps de Goku, Black, en même temps, c'est Zamasu, mais Black, c'est une fusion des deux. Donc, je veux dire, il n'y a pas vraiment d'originalité. Il fait des techniques de Goku et il combat déjà comme Zamasu. Mais là, lui faire faire donc justement ces mouvements-là, je trouve que c'est bien cool, tu vois. Ça lui crée donc, comme j'ai dit, une identité, ça le rend plus charismatique, ça le rend plus cool, même si certains pourront trouver même cette scène, en fait, ridicule. Par rapport à ce duo entre Black et Zamasu, personnellement, je les aime beaucoup. Même de manière qualitative, donc pour Black et Zamasu, je trouve que ce sont des antagonistes très intéressants, qui sont un peu plus réfléchis que les précédents, mais évidemment, ils ne pourront pas arriver, je pense, à la cheville du statut culte que possède un Freezer, par exemple. Non, ça va être très très difficile, mais sur leur CV d'antagoniste, sur leur CV de méchant, Black et donc Zamasu, quelque part, ont accompli bien plus que les précédents. Et de ce fait, franchement, ils sont tout à fait crédibles, voire plus crédibles en tant que méchants. Bon, d'un côté, sur le plan uniquement méchanceté, Freezer, quand même, est très au-dessus. Hein. Le gars, on lui sauve la vie, il arrive quand même à vouloir, à vouloir tuer le gars qui lui a sauvé la vie, donc Goku sur la planète Namek. Donc, ça va être difficile. Mais ils ont leur identité propre, je trouve, ils ont leur propre histoire, ils ont leur propre truc, et personnellement, je les mettrais pas derrière, franchement, plus en dessous que les autres méchants de Dragon Ball Z de ce côté-là. Et puis, ils sont duo, comme on le voit à l'écran, personnellement, j'adore, j'aime bien les voir combattre ensemble, c'est un duo qui me rappelle beaucoup Idan et Kakuzu sur la manière de combattre dans le manga Naruto. Si vous voyez pas ce que je veux dire, bah, allez-y, parce que sinon, ça risque d'être long. Mais j'aime beaucoup donc ce duo, j'aime beaucoup les voir interagir, j'aime beaucoup les voir combattre et franchement c'est un régal de les voir comme ça à l'écran personnellement, même si, et ça c'est un truc, bon ça vous le savez déjà, l'animation de certaines de leurs scènes sont assez foirées, mais ça c'est pas un truc nouveau. Bien, alors après cette scène donc tu as la discussion donc très intéressante entre Trunks et Black et Zamasu, donc où justement ce duo de méchants accable, donc Trunks est en train de l'engueuler limite, en train de lui dire mais c'est à cause de toi en fait qu'on s'est en grosse partie décidé à tuer les Ningen, c'est parce que tu as voyagé dans le temps, tu as causé des embrouilles temporelles et à cause de toi donc des anneaux du temps sont créés, c'est grâce à toi qu'on a été motivé en partie à détruire les Ningen. Alors c'est vrai que certains diront mais attends c'est pas à cause de ça forcément que Zamasu a décidé de pas aimer les mortels hein, bien avant qu'il était au courant de l'existence des autres
anneau du temps, il avait déjà le truc en tête. Et c'est vrai. Mais c'est en partie ça donc qu'il a convaincu que les mortels qui justement ne respectaient pas les dieux et donc allaient à l'encontre des lois dans le fait de carrément voyager dans le temps et de causer un désordre, et bien donc d'aller à l'encontre de l'ordre naturel des choses. C'est décidé donc à punir justement les actes d'un tel Ningen en faisant périr en partie donc tous les autres. Et vous savez, je trouve qu'au final Zamasu, donc quand je dis Zamasu, je parle aussi de Black. Donc Zamasu et Trunks ne sont pas si différents que ça. Je veux dire, Trunks effectivement dit bien, et ça c'était un peu déchirant d'entendre ça, de dire ça, pardon, qu'il voulait sauver les gens, il voulait juste sauver les gens qu'il aimait. Quel mal y a-t-il à vouloir sauver les gens qu'on aime, même si on doit pour cela remonter dans le temps et changer l'ordre naturel des choses. Dans beaucoup d'histoires, tu as des personnages qui vont à l'encontre évidemment des règles, qu'elles soient naturelles ou juste des lois imposées par les humains, mais pour sauver les gens qu'on aime, c'est un truc classique qu'on voit souvent. Mais là ici donc l'erreur de Trunks donc d'avoir changé le cours du temps a entraîné donc visiblement aussi la mort de beaucoup d'humains, et c'est la conséquence donc de ces actes sont là. Maintenant ils doivent les affronter, et je pense que Trunks ne le niera pas effectivement qu'il a mal agi. En définitive, c'était une mauvaise chose de changer le cours du temps. Il était au courant la première fois qu'il allait voir Goku et le soigner. Il a dit qu'il aurait pas dû changer par exemple le cours de l'histoire en tuant justement lui-même Freezer, et que Goku aurait pu le faire lui-même. Mais voilà, il l'a fait parce qu'il voulait sauver quelqu'un. C'est un souhait très très pur. Mais d'un autre côté, Zamasu, comme j'ai dit, n'est pas si différent que ça. Il veut aussi lui-même changer l'ordre naturel des choses qui à l'époque ne l'était pas. L'ordre naturel des choses, c'est il y a des dieux qui créent des choses, il y en a qui le détruisent, mais le rôle de détruire ces choses-là, c'est le rôle du dieu de la destruction. Et justement, Zamasu s'est dit qu'il fallait changer les choses, donc il allait à l'encontre de cet ordre, de cet équilibre naturel, et lui-même a décidé donc de tuer tous les Ningen. Et justement, en faisant cela, il se présente comme un génocidaire. Il a commis un génocide de mortels, un génocide de Ningen, un génocide d'humains, appelez ça comme vous voulez, mais voilà, donc au final, lui pareil, il est allé à l'encontre de l'ordre naturel des choses. Donc les deux de ce côté-là se rapprochent. Mais Trunks est au courant qu'il a fait quelque chose de mal, et même s'il le regrette quelque part pas, parce qu'il est content au final d'avoir sauvé aussi Goku, et d'avoir sauvé son époque, à l'époque des cyborgs, mais Zamasu, lui, franchement, croit qu'il est toujours dans le bon, qu'il est dans le juste, c'est sa propre justice, c'est sa propre vision des choses, et lui n'a pas une seule once de regret. Et encore, je pensais en voir limite un peu dans le Zamasu qui n'a pas tué Gowasu, donc celui qui a été recruté, mais même pas en fait le mec effectivement au début quand il trouve le cadavre de Gowasu dit oh Gowasu ça m'a machin, mais quand Black l'a recruté il a limite souri, il était même très content de voir ça en fait, et c'est dingue quoi. Donc Zamasu est limite tout ce qu'il n'aime pas quand on y pense, et je l'avais déjà dit, il tue les Ningen mais il s'abaisse au niveau des Ningen, il change l'ordre naturel des choses, quelque chose qu'il reproche à Trunks. Il est tout ce qu'il reproche à Trunks et aux humains, lui-même le fait. Lui-même le fait, et c'est important en fait je pense pour ce personnage de rester un peu aveugle par rapport à ce que je viens de dire, puisque comme ça justement on n'a pas un héros un méchant pardon, qui est en train de se dire ouais est-ce que j'ai vraiment fait ceci cela, et c'est vraiment pour que Goku et ses amis puissent garder la position de gentil et Zamasu de méchant, parce que si on avait un méchant qui au final quand on y réfléchit en fait n'est pas franchement dans le mauvais, eh bien ça pourrait remettre en question le statut de Goku. Il fallait vraiment qu'on ait un gentil et un méchant. Donc on a un méchant qui agit mal, qui avait peut-être de bonnes raisons selon lui de le faire, mais qui au final est quand même dans l'erreur. C'était important, je pense, pour les scénaristes de garder cette dimension-là pour ce personnage. Et vous pensiez que Trunks allait rester là, comme ça, en train de dire oui, vous avez raison? Bah non. Trunks, donc en colère, tape du poing le sol. Et la crie de toutes ses forces, après l'hurlement de Goku, colère face à la mort de sa famille dans ce monde, dans un autre monde, Trunks, lui, s'énerve parce que Zamasu et Black donc, lui rejettent la faute de tout ce qui se passe. Et donc Trunks, dans sa colère, nous dévoile une sorte de transformation hybride très intéressante, je trouve. Et je sais pas comment essayer de la justifier, parce qu'en soi, c'est assez difficile. Certains parlent de Super Saiyajin demi-blue, half blue, ou de moitié blue, je sais pas quoi. Non, je vais vous dire les choses. En s'énervant, Trunks, donc, effectivement, n'a pas éveillé tout de suite de Super Saiyajin blue. En fait, il y a effectivement des éclairs de couleur bleue, mais personnellement, je pense que ce sont juste des simples éclairs qui n'ont rien à voir avec une transformation Super Saiyajin Blue. En fait, dans sa transformation, au départ, Trunks devient super musclé comme ça. Et après, à un moment donné, au moment où justement il est super musclé, il redevient comme ça moins musclé, en l'étant déjà beaucoup plus qu'avant, c'est sûr, mais il devient beaucoup moins. Et après, donc, tu as une aura bleue qui recouvre son corps. Et à l'extérieur de ça, tu as une aura jaune de Super Saiyan, mais qui a la forme d'une aura de Super Saiyajin Blue, parce que une aura de Super Saiyajin Blue est un peu comme ça, différente, elle est pas pointue comme ça, elle est plus ronde comme ça, comme si c'était des ondes autour du personnage, mais elles sont de couleur jaune et pas de bleu. Alors, moi je pense la chose suivante, en fait Trunks est passé en mode Super Saiyajin Daisandankai, je crois que c'est comme ça qu'on appelle, donc la transformation super musclée qui était lente face à celle, et que à force d'être en contact avec des personnages avec un ki divin, donc Goku, Vegeta, Black, Zamasu, ou même peut-être Kaioshin de son époque quand il a combattu Dabra, bon, à force d'être en contact avec ce ki divin, eh ben, il a débloqué quelque chose en lui. Il n'a pas accès au Super Saiyajin Blue qui nécessite un contrôle
donc de son propre ki. Ça, un contrôle total et strict de son propre ki pour utiliser donc cette transformation. Mais il a réussi à créer une sorte de passerelle entre cette transformation d'ultra musclé de Super Saiyajin et le Super Saiyan Blue. Il a créé une sorte de passerelle. En fait, c'est comme si Trunks était une source d'énergie qui puise dans un truc énorme, mais qui ne sait pas l'utiliser. C'est pour ça donc qu'il a en partie cette aura bleue à l'intérieur, mais qui n'est pas totalement bleu à l'extérieur, parce qu'il ne maîtrise pas cette transformation. Il a juste l'énergie qui vient de ce potentiel caché qu'il a, mais qu'il n'utilise pas, car il ne peut pas l'utiliser. Et c'est important de le dire. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il passe en mode musclé, parce qu'il était dans sa colère, il a voulu exploiter toute sa force énervée en se disant, voilà, il voulait juste déployer plus de force parce qu'il est en colère, et donc sa plus puissante transformation, techniquement, c'est celle avec les super muscles. Mais en faisant ça, et en étant au bout de sa colère, il a réussi à effleurer ce niveau de Super Saiyan Blue. Alors, je n'aime pas trop cette dénomination de Super Saiyan demi-blue, qui vise en fait à faire référence au fait que Trunks, justement, est un métis Saiyan, Saiyan humain, donc on appelle cette transformation-là le Super Saiyan demi-blue, parce que ça suggère en gros que Trunks a la moitié de la force d'un Super Saiyan Blue, ce qui justement est inutile ici, vu que ça veut dire qu'il sera de toute façon pas capable de vaincre Black et Zamasu, donc il faut qu'il soit plus fort. Donc il a une plus grosse puissance d'un Super Saiyan Blue en utilisant des propriétés d'un Super Saiyan ultra musclé. Vous voyez, donc en gros, il pallie ce rapport de vitesse qu'il avait perdu, cette vitesse qu'il avait perdue dans cette transformation-là, en utilisant le potentiel à Super Saiyan Blue qui vise à pallier le truc. Ça c'est compliqué à vous dire comme ça, mais en gros, il est entre le Super Saiyan de version Super Muscle et le Super Saiyan Blue. Il est entre les deux. Il n'est pas dans l'une ni dans l'autre. Voilà. Il est comme ça. Alors maintenant, il faut voir aussi au niveau des cheveux, parce que vous voyez, les cheveux sont totalement différents de sa transformation en Super Saiyan. Alors que vous voyez, les cheveux d'un Super Saiyan Blue, c'est les cheveux d'un Super Saiyan tout court. Donc normalement, il faudrait juste changer la couleur, tu vois. Non, là, ils sont bien plus hérissés, bien plus pointus, comme si justement Trunks était en transformation super musclée. Vous voyez, avec les cheveux bien relevés, comme il l'avait fait face à Vegeta. C'est pour ça que je vous dis que c'est une transformation hybride. On pourrait même appeler ça le Gigi Super Saiyajin Blue Sanni Dankai. Vous voyez un truc comme ça. Voilà, c'est une transformation donc qui se rapproche beaucoup de celle que Goku a utilisée face à Slug. Il n'était pas dans le film, hein. Il n'était pas totalement Super Saiyan, mais il a utilisé la force d'un Super Saiyan pour lui péter la gueule. Bref. Et moi, je me suis dit, mais attends. Là, c'est une transformation qui ressemble aussi, donc qui ressemble donc à celle du film de Slug et qui ressemble limite à la combinaison du Kaioken avec le Super Saiyan Blue qu'on avait déjà vu face à Hit. Mais ça, c'est dans l'animé. Toriyama, lui, dans son manga, il est pas transformation hybride. Il est plutôt Kaioken, Super Saiyan 2, Super Saiyan 3. C'est tout. Et Super Saiyan God et Super Saiyan Blue, effectivement. Il n'est pas dans l'entre-deux, etc. Non. Donc, je me dis, et j'ai la conclusion suivante, c'est que on ne verra pas cette transformation dans le manga. Je suis sûr à 80% qu'on ne verra pas cette transformation Super Saiyan Blue ou Super Saiyan voilà, hybride là. On ne la verra pas dans le manga selon moi. Je pense qu'il se passera autre chose. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, il faut un peu voir les spoils. Mais comment vous dire ça? Je pense que le fait que Trunks donc, ait cette grande puissance est là pour évidemment occuper les deux méchants. Mais qu'on ne verra pas ça dans le manga et que les deux méchants là, donc Zamasu et Black, vont être occupés par d'autres personnages. Et je suis presque sûr qu'ils vont même être occupés par les Terriens et Trunks, mais qui ne sera pas dans cette transformation là. Mais j'en parlerai plus précisément en fait dans l'autre vidéo qui sera donc consacrée donc, au spoiler, mais voilà, donc je suis pratiquement sûr qu'on ne verra pas ça dans le manga. Parce que c'est vraiment très animé tout ça, hein. Même le Kaioken, Super Saiyan Blue, Kaioken, c'est que dans l'animé. Dans le manga, Goku est uniquement Super Saiyan God. Et Super Saiyan Blue, il n'est pas Super Saiyan Blue Kaioken, il ne l'est pas. Ça, c'est que dans l'animé. Et ça aussi, je pense, ça le restera. Voilà, bon, c'est pas une transformation dégueulasse au final, puisque Trunks n'atteint pas le stade de Super Saiyan Blue. Est-ce que ce serait aussi parce que, comme je l'ai dit, il est moitié terrien, moitié Saiyan? C'est aussi possible, mais bon, pour le rituel Super Saiyan God, les Gohan, Goten et Trunks ont pu participer, donc normalement, ça devrait pas forcément changer autre chose de ce côté-là. Voilà, bon. L'épisode donc se conclut là-dessus sur cette magnifique transformation très musclée. Il y avait une polémique sur internet entre guillemets comme quoi c'est Broly. Non, j'étais là, voilà, là, les gens vous emballez. Il y en a même un d'entre vous qui m'a dit sur je sais plus Facebook ou Twitter qui m'a dit ouais c'est un hommage à Broly. J'étais là, quoi? Mais faut arrêter de voir le hommage, des hommages partout. Même pourquoi utiliser le mot hommage? D'où tu vois un hommage? C'est juste que en plus Trunks avait déjà cette transformation avant même que Broly existe limite. Broly est un calque de cette transformation super musclée de Trunks. Putain, les yeux qui sont tout blancs, etc. C'est pas nouveau, ça. C'est pas Broly qui l'a inventé. Goku avait déjà les yeux révulsés comme ça quand il s'est transformé la première fois en Super Saiyan. Vegeta l'a eu aussi face à Beerus. Et voilà, c'est déjà arrivé avant. C'est pas un hommage ou une référence, une copie ou un plagiat. Et carrément, le mot plagiat a été utilisé. Oui, je l'ai lu. Oh non, s'il vous plaît, faut arrêter avec Broly. Hein, les fans de Broly sont en train de détruire tout ce que justement Broly essayait de faire. Non, enfin, je déconne, mais en gros, ils portent plus préjudice à Broly que les haters de Broly, quoi. C'est dingue. Hein. Tu sais, les haters de Broly, limite, ils existent même plus. Hein. Les fanboys de Broly font tout le taf. Mais faut arrêter de voir Broly partout. Trunks,
il est Trunks, et ça c'est du Trunks, c'est pas du Broly, c'est rien du tout. Et s'il vous plaît, Trunks Super Saiyan légendaire, mon dieu quoi. Mais on est où là? On est où? On est où? Vous ne me voyez pas, mais je suis en arrière avec les deux bras levés comme si j'attendais avec la pluie tombe. Mais sérieusement, Trunks Super Saiyajin légendaire, mon dieu quoi, faut arrêter. Faut arrêter. Bon, allez, ça fait quoi? 45 minutes de vidéo, mon dieu quoi. Allez, donc, l'épisode se conclut, maintenant passons donc à la discussion de la preview du prochain épisode, donc la vidéo en fin d'épisode, donc, qui parle du prochain épisode, et on conclura là-dessus. Donc je répète que les spoils sur les épisodes dans 2-3 semaines, etc., sont dans une autre vidéo qui sortira en même temps que celle-ci normalement. Voilà, bien. Passons à la suite. Alors, dans cette preview, il est suggéré donc que Trunks dispose d'une force capable de surpasser Black, mais que malgré tout, face à Zamasu et à Black, il va être difficile pour lui de gagner, parce que de toute façon, Zamasu est immortel, donc peu importe la puissance, ça change rien de ce côté-là. Mais intéressant de voir que dans un des plans, tu vois donc Trunks avoir donc toujours cette aura bleue à l'intérieur et jaune à l'extérieur, mais en plus de ça, avoir de l'électricité autour de lui, ce qu'il n'avait pas dans cet épisode-ci. Enfin, pas après donc la révélation de sa transformation. Alors, ça signifie soit deux choses. Premièrement, c'est que donc Trunks en fait dispose de l'électricité, c'est juste que ça n'a pas été montré à la fin de cet épisode-ci. Enfin, ça a été montré au moment où il se transformait, mais il n'avait pas encore cette aura bleue électrique en même temps. Ou alors, c'est qu'en gros, au fur et à mesure du combat, il a évolué et donc est maintenant passé une sorte de Super Saiyajin 2, mais combiné avec le potentiel d'un Super Saiyajin Blue. Donc techniquement, ce serait une sorte de Super Saiyajin Blue de niveau 2. Ce serait pas forcément incohérent, mais ça parle. C'est pas non plus un Super Saiyajin Blue de niveau 2, mais plutôt un Super Saiyajin 2 avec le potentiel d'un Super Saiyajin Blue. C'est compliqué, mais en gros, ça expliquerait pourquoi Trunks arrive donc cette fois-ci à surpasser Black, alors que Goku n'y arrivait que quand il était énervé. Bon, voilà, c'est déjà d'une part parce que Trunks est déjà de base plus faible que Goku dans l'animé, et que donc en passant cette transformation-là, il arrive à le surpasser de peu en tout cas. Bref, donc ça c'est déjà une chose. Et visiblement, ils vont devoir tenir donc comme ça. Parce que Trunks donc va dire à Goku et Vegeta visiblement de repartir dans le passé, alors que lui il va se charger de les occuper, de tenir bon en tout cas. Bon, on voit que dans les quelques extraits, il a l'air quand même d'avoir des difficultés. On voit un plan donc avec Piccolo, avec les autres, on ne sait pas trop ce qui se passe, mais visiblement il y a un moyen d'arrêter Zamasu. On ne sait pas exactement quel est ce moyen, mais personnellement je maintiens moi mon Mafuba. Et je ne spoilerai pas la suite. Mais je maintiens mon Mafuba, comme j'ai toujours dit, qui est peut-être, donc, comme je dis, Zamasu, scellé dans l'épée de Trunks. Ça, je l'ai dit à la fin de l'épisode où... à la fin de l'épisode où tu avais Zamasu immortel et tout blabla, je l'avais déjà dit, c'était annoncé. Je pense être un des rares d'ailleurs qui l'a dit, peut-être, bon, il y a plusieurs personnes qui l'ont déjà dit, mais c'est pratiquement confirmé maintenant, hein, c'est un Mafuba ou une technique qui va sceller, en tout cas Zamasu. On en reparlera plus dans la vidéo sur les spoilers. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire donc par rapport à cet épisode-ci. En même temps, on aurait pu en parler très très longtemps, surtout par rapport aux divers sujets sur Broly, blablabla, mais ça me saoule d'en parler, c'est inutile, et c'est peut-être donner plus d'importance à un truc qui n'en vaut pas la peine, je trouve. Voilà, donnez-moi votre avis sur cet épisode-ci. Désolé, la vidéo est très longue, mais on m'a demandé d'en parler longuement. On va parler de prendre mon temps là-dessus, donc voilà, j'ai pris mon temps. Allez, à la prochaine les gens, et passez une agréable semaine. Zoom.